Sur cette chaîne, j'ai déjà parlé d'avions qui ont échoué pour toutes sortes de raisons. Certains étaient défectueux dès leur conception, d'autres ont été dépassés par la marche implacable de la technologie, et d'autres encore ont tout simplement été victimes des circonstances. L'Avia B-35 ainsi que le B-535 qui lui a succédé appartiennent clairement à cette dernière catégorie. Il s'agissait d'un chasseur, et d'un très bon chasseur, selon moi, issu de Tchécoslovaquie. L'effort de ce pays pour produire un chasseur moderne de conception nationale a donné naissance à une machine réellement prometteuse, une machine qui, dans d'autres conditions historiques, aurait pu marquer son époque de la même manière que le Hawker Hurricane ou le Messerschmitt Bf-109. Au lieu de cela, elle fut condamnée à l'obscurité stratégique et historique par des forces géopolitiques totalement hors du contrôle des ingénieurs qui l'ont conçue et construite. Son histoire n'est pas celle d'une insuffisance technique, mais celle d'une nation démantelée plus rapidement que ses avions ne pouvaient être produits. Le B-35 était une conception fantastique pour son époque, mais malheureusement, son époque ne lui fut pas particulièrement favorable. L'histoire de l'aviation est remplie de moments de ce genre, des idées solides, des ambitions sérieuses et des résultats qui dépendèrent davantage du timing que du talent d'ingénierie. C'est précisément pour cela que des histoires comme celle de l'AV-35 restent intéressantes longtemps après la disparition de l'avion lui-même, et que ce sont ce type de récits qui m'ont donné envie de m'intéresser aux complexités plus profondes de l'histoire de l'aviation. Elles vous invitent à vous poser cette question persistante: qu'est-ce qui aurait pu se passer dans des conditions différentes? Et c'est justement cette question qui explique pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est très gentiment sponsorisée par Heroes of History. Ce jeu mélange l'histoire, la construction de villes, les batailles stratégiques et le voyage dans le temps. Oui, je ne plaisante pas, et il le fait vraiment très bien. Guidé par Albert Einstein et entraîné par le roi Léonidas, vous développez votre civilisation à travers les différentes ères de l'histoire. Vous recherchez de nouvelles technologies, étendez votre territoire, constituez une collection de héros historiques et combattez Nikola Tesla dans un robot géant. Je ne plaisante toujours pas. De manière générale, on s'amuse énormément avec ce jeu, et je peux honnêtement dire que j'y suis devenu accro. J'adore particulièrement l'aspect collection, entraînement et amélioration de toutes les figures historiques, et j'ai été ravi d'y voir apparaître une héroïne issue de ma propre histoire locale, la reine Boadicée. La construction de villes est amusante et intuitive, sans surcharge inutile. Les systèmes de recherche et de progression donnent une véritable impression d'évolution, et le système de combat équilibre parfaitement le défi et le plaisir, tout en exploitant pleinement les différents héros de votre collection. Il faut prendre en compte les statistiques élémentaires, les capacités à durée limitée, la portée, les bonus, les malus et les rencontres spéciales. J'apprécie également beaucoup le fait que l'expérience ne soit ni frénétique ni punitive. Vous pouvez y jouer lors de sessions courtes ou longues, vous concentrer sur la construction et la recherche, ou bien privilégier l'aspect tactique avec des campagnes, des batailles, des alliances, ou même des événements saisonniers. Actuellement, un événement hivernal est en cours du 11 au 26 décembre. Et honnêtement, j'adore ce jeu. Je n'ai pas pris autant de plaisir avec un jeu mobile depuis des années. Le gameplay est amusant, la bande-son est fantastique, tous les héros sont magnifiques, et en réalité le jeu entier est visuellement superbe. J'adore le style artistique qu'ils ont choisi, les thèmes, les couleurs, les tenues, les barbes. Il suffit de regarder Ulysses Grant ou Karl Marx, c'est majestueux. Pour télécharger Heroes of History dès aujourd'hui, scannez le code QR affiché à l'écran
ou cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Les nouveaux joueurs peuvent également utiliser le code Rex's Hangar durant les 5 premiers jours, afin d'obtenir des bonus gratuits en jeu et un coup de pouce vers leur premier héros 5 étoiles. Un grand merci à Heroes of History pour le parrainage de la vidéo d'aujourd'hui. Revenons maintenant à un avion de chasse qui n'a jamais eu la chance de découvrir à quoi aurait ressemblé une chronologie plus indulgente. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un rapide avertissement: certains noms tchèques et bulgares mentionnés dans cette vidéo m'ont posé des difficultés de prononciation et je m'excuse par avance si je les écorche complètement. Je suis également conscient que Avia se prononce Avia en tchèque, mais je m'en tiens à la prononciation anglaise, car il s'agit de mon 3e enregistrement de cette vidéo, et je n'arrêtais pas d'alterner entre les versions anglaises et tchèques, ce qui me semblait très perturbant à la réécoute. Deuxièmement, il s'agit d'une sorte de mini-analyse approfondie du sujet, car je voulais lui rendre justice. Cependant, il n'existe pas de documentation photographique complète de ces avions, pour des raisons qui vont devenir très rapidement évidentes. Et par conséquent, cette vidéo pourra parfois ressembler à un diaporama un peu glorifié. J'avais prévu d'ajouter des rendus 3D des Avia, mais en raison d'un récent problème avec mon ordinateur, je ne peux pas faire beaucoup de travail en 3D avant la nouvelle année, et je m'en excuse. Pour continuer l'histoire de l'Avia B-35, commence en 1936, lorsque le ministère tchécoslovaque de la Défense nationale, ci-après désigné sous le nom de MENO, lança le programme de construction de prototype 23-308. Il définissait les exigences pour une série de nouveaux avions destinés à moderniser l'armée de l'air tchécoslovaque, et en tête de cette liste, dans la catégorie dite Type 1, figurait l'exigence d'un chasseur monoplan, monoplace moderne. Ce ne serait ni la première incursion de la Tchécoslovaquie dans la conception de monoplans, ni celle d'Avia, puisque l'entreprise avait déjà produit le B-3, ainsi qu'une série de monoplans légers, les BH-9, BH-10 et BH-11. Mais au milieu des années 1930, ces appareils étaient loin d'être à la pointe de la technologie. Si le pays voulait rester au niveau des Bf-109 et des Hawker Hurricane, qui apparaissaient à l'étranger, il fallait quelque chose de bien plus performant. 3 constructeurs aéronautiques soumirent des propositions. Aéro de Prague présenta l'A7, parfois référencé comme l'A107. Il s'agissait d'un appareil léger construit autour du modeste moteur Volta Cigata IMR de 450 chevaux, un V12 inversé. La logique derrière ce choix de moteur, relativement faible, reposait sur l'idée qu'en cas de conflit, la Tchécoslovaquie rencontrerait probablement des difficultés d'approvisionnement en carburant, et qu'un avion équipé de ce moteur permettrait au moins de maintenir un certain niveau de défense aérienne. La cellule était majoritairement métallique avec des gouvernes entoilées, et l'armement comprenait un canon monté dans le moteur, ainsi que 2 mitrailleuses VZ-30 installées dans le capot. Il promettait même des équipements modernes, tels qu'un train d'atterrissage escamotable, des volets hydrauliques, des freins pneumatiques, et une instrumentation complète de jour comme de nuit. Le second projet provenait, et j'espère ne pas me tromper, de Českomoravská Kolbendanek, une entreprise connue pour ses configurations d'avions inhabituelles. On peut les considérer comme une sorte d'équivalent tchèque de Blohm & Voss, désigné E-52. Leur appareil était un avion à double poutre avec une nacelle centrale et 2 moteurs Renault de 220 chevaux. Petit pour un chasseur bimoteur, il possédait une envergure de 11 mètres pour seulement 8,4 mètres de longueur, et sa configuration rappelait vaguement ce que le Lockheed P-38 allait populariser plus tard. Malheureusement, peu de détails de ce projet ont survécu, ce qui limite fortement les commentaires possibles.
Toutefois, ce manque d'informations importe peu, car le MNO rejeta les 2 propositions susmentionnées en partie parce qu'elles misaient trop fortement sur le concept de chasseurs ultra-légers, au caractère de véritables avions de course. À la place, le ministère se tourna vers Avia, alors déjà un fournisseur fiable de matériel militaire. La proposition d'Avia était un monoplan à aile basse, propulsé par le nouveau Hispano-Suiza HS-12 Yaris, de 1000 chevaux, offrant une structure métallique épurée et un train d'atterrissage escamotable. Cette configuration correspondait bien davantage aux modèles étrangers contemporains et à ce que le gouvernement tchécoslovaque espérait égaler. Satisfait de la proposition initiale, le ministère passa une commande portant sur 2 prototypes de ce qui allait devenir l'Avia B-35. Le projet fut placé sous la direction de František Novotný, le concepteur en chef d'Avia, spécialiste des avions militaires, dont les travaux antérieurs comprenaient notamment l'Avia Bone 134, un autre appareil tchèque que je devrais absolument aborder sur cette chaîne à un moment donné. Les travaux de conception commencèrent presque immédiatement, et plusieurs maquettes à échelle réduite furent soumises à de nombreux essais en soufflerie, totalisant finalement 104 tests distincts visant à étudier les configurations du radiateur, de l'empennage du fuselage des ailes et la géométrie des volets. Un modèle grandeur nature suivit présenté lors de l'exposition nationale de l'air à Prague, avec son train d'atterrissage escamotable, ses ailes elliptiques et son radiateur de type à fente, élégamment intégré sous le nez. Il paraissait parfaitement capable de rivaliser avec les conceptions les plus récentes des autres puissances européennes sans la moindre gêne. La réalité, cependant, s'imposa rapidement comme ce fut souvent le cas en Europe à la fin des années 1930. Plusieurs composants critiques étaient encore en développement, au premier rang desquels le moteur prévu, qui n'avait pas encore atteint le stade de la production. Avia dut donc installer une version sous licence moins puissante du moteur Hispano-Suiza, le Du Biobliderschress, qui développait environ 860 chevaux à l'époque, soit 240 chevaux de moins que le moteur initialement envisagé. Ce moteur nécessitait également une prise d'air de radiateur plus large et plus conventionnelle, et il limitait le prototype à l'utilisation d'une hélice bipale. Pour aggraver encore la situation, le train d'atterrissage escamotable n'était lui non plus pas prêt, et les premiers prototypes durent par conséquent se contenter d'un train fixe, ce qui entravait évidemment les performances et les essais. Sur le plan structurel, l'appareil combinait également des méthodes de construction traditionnelles et des pratiques plus modernes, par exemple les ailes, ainsi que les empennages horizontales et verticales, étaient revêtus de ce que l'on appelait du contreplaqué blindé, c'est-à-dire du bois conventionnel, recouvert d'un plaquage d'aluminium de 2 mm, une technique mise au point en France. Les gouvernes utilisaient des structures internes métalliques recouvertes de toile, tandis que le fuselage reposait sur un treillis Warren en acier soudé et boulonné, avec des panneaux d'électrons démontables à l'avant et un revêtement en alliage plus léger à l'arrière. La construction du prototype fut ensuite retardée davantage par un revers survenu lors des essais structurels des ailes Lacolle à la caséine utilisée pour assembler les longerons principaux en bois se révéla insuffisante et céda bien en dessous des limites de charge requises. Cela obligea Avia à chercher un produit de remplacement, et ils finirent par adopter une résine chlorée qui se révéla être un adhésif bien plus résistant, capable de supporter des charges beaucoup plus élevées, allant jusqu'à 14,8 grammes. Néanmoins, cette modification entraîna un nouveau retard dans la construction du prototype
et comme nous allons bientôt le voir, chaque jour comptait dans le développement de cet avion. Finalement, le premier prototype, connu sous la désignation B-35, prit l'air le 28 septembre 1938 avec le pilote d'essai en chef, Davia Rudolf Dolejal, aux commandes. Son vol initial dura 18 minutes et ne révéla aucun problème, ce qui l'incita à effectuer 2 autres vols le même jour. Une fois ces vols initiaux achevés, le prototype fut confié au VTLU, l'Institut de recherche aéronautique et technique, pour une évaluation officielle. Plusieurs pilotes d'essai y prirent les commandes, à commencer par le lieutenant-colonel Karel Maresch, et leurs réactions furent unanimement positives. Maresch déclara après un seul vol qu'il recommandait l'appareil pour une mise en service auprès du ministère. Au cours des mois d'octobre et de novembre, l'avion subit une campagne d'essais approfondie, comprenant notamment des essais d'hélices et l'intégration de l'armement. À ce stade, il avait reçu son canon de 20 mm prévu, les mitrailleuses, ainsi que les supports de bombes, et atteignait désormais une masse maximale au décollage de 2360 kg. Malheureusement, c'est à ce moment précis qu'un nouvel épisode de malchance vint entraver le développement. Le prototype connut une fin brutale le 22 novembre 1938. Le pilote d'essai du VTLU, le sergent Arnošt Kavalek, avait auparavant souligné à quel point l'avion était difficile à piloter par rapport au biplan Avia B534 auxquels il était habitué, une difficulté que de nombreux pilotes d'essai, découvrant les monoplans de haute performance, constataient également à cette époque. Ces défis s'avérèrent fatals lorsque Kavalek emmena le B-35, pour une série d'essais de vitesse maximale. Lors de l'un de ces essais, en entrant rapidement dans un virage, une des ailes décrocha, projetant violemment l'appareil vers le sol, le détruisant complètement et tuant Kavalek. Malgré cette perte, le B-35 sortit de la phase d'essai avec une réputation largement intacte. 58 vols avaient été effectués chez Avia sans incident, et le crash survenu au VTLU fut attribué à une erreur de pilotage plutôt qu'à un défaut structurel. L'évaluation du ministère indiquait que l'appareil se rapprochait des standards des contemporains étrangers, tels que le Hawker Hurricane. Il était jugé stable, doté de bonnes caractéristiques de récupération avec charges externes et d'un comportement prévisible en piqué. Même handicapé par un moteur moins puissant, le prototype atteignait une vitesse de 485 km/h et ses performances au décollage en particulier furent considérées comme excellentes. Il pouvait décoller en 190 mètres sans voler, ou en seulement 111 mètres avec 10 degrés de volée. La conception n'était pas parfaite, et certaines lacunes furent levées notamment dans l'agencement du cockpit et du système de carburant, mais il s'agissait de problèmes mineurs qui pouvaient être corrigés facilement sur le prototype suivant le B-35.2, lequel effectua son premier vol le 30 décembre 1938. Cette seconde machine introduisit également une modification de la section du fuselage située derrière le cockpit, remplaçant le revêtement métallique par un entoilage. Il est difficile de déterminer si ce choix visait à simplifier la construction ou à économiser du poids en raison du moteur plus faible, car les sources décrivant cette partie de la construction sont rares et parfois contradictoires. Toutefois, elles indiquent que le MNO avait déjà passé à ce stade une commande d'au moins 10 B-35 armés d'un canon monté dans le moteur et d'une paire de mitrailleuses synchronisées de 7 mm. Dans des circonstances normales, cela aurait conduit le développement de l'appareil vers une présérie complète, puis vers la production. Mais à la place, le crash du premier prototype déclencha un long litige concernant les responsabilités, et plus précisément la question de savoir qui devait payer
pour l'avion détruit. Cette affaire s'éternisa jusqu'en juin 1939, moment où la situation en Tchécoslovaquie avait changé de manière si radicale que la commande elle-même n'existait plus que comme une simple formalité administrative. Ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire sont sans doute déjà familiers avec la chronologie, mais je vais la rappeler brièvement pour en souligner la pertinence. Le 1er octobre 1938, soit 8 à 10 mois auparavant, l'Allemagne annexa les Sudètes. Le premier arbitrage de Vienne suivit peu après, transférant d'autres territoires frontaliers à la Hongrie et à la Pologne. Puis le 14 mars 1939, la Slovaquie déclara son indépendance, divisant de fait le pays en deux, et de 2 jours plus tard, seulement ce qui restait des terres tchèques, y compris l'usine Avia, fut occupé et réorganisé en tant que protectorat allemand de Bohême-Moravie. Avia, comme une grande partie de l'industrie nationale, se retrouva alors sous l'autorité directe du Reichsluftfahrtministerium, le ministère de l'air du Reich, et par conséquent, toutes les ambitions que le MNO nourrissait encore pour voir le B-35 entrer en service tchécoslovaque indépendant furent rendues caduques du jour au lendemain. Durant cette période troublée, des experts allemands et issus des pays alliés visitèrent Avia afin d'évaluer l'état de son industrie aéronautique. Une délégation bulgare en février 1939 assista à des démonstrations de l'Avia BK 534 ainsi que du B-35.2 et repartit très impressionné, demandant aussitôt la documentation technique et de fabrication. Comme nous allons bientôt le voir, cet enthousiasme allait s'avérer déterminant. Représentant la Luftwaffe, Ernst Udet fit également une apparition, et le 19 avril 1939, le pilote d'essai allemand Karl Frank prit les commandes du B-35.2. Selon le personnel d'Avia, il fut extrêmement satisfait de son comportement. En vol, une évaluation particulièrement encourageante de la part d'un homme qui n'était pas réputé pour une générosité excessive dans ses éloges. Avia fut donc autorisé à reprendre le développement et les essais du second prototype se poursuivirent. L'effort de conception se concentra désormais sur l'affinement de la configuration qui deviendrait le B-35, lequel constituerait finalement le dernier avion militaire jamais conçu par Avia. Malheureusement, malgré l'intérêt suscité par le prototype, les progrès ralentirent sous la tutelle de leur nouveau maître. De larges portions des installations d'Avia furent détournées vers la production sous licence de l'aéro AR-96, reléguant progressivement le B-35 au bas de la liste des priorités. Après une longue interruption des activités de vol durant cette période troublée, les essais reprirent enfin le 21 mai 1940, cette fois avec des pilotes d'essais bulgares aux commandes, l'intérêt de la Bulgarie pour le projet étant resté fort depuis leur première visite. De manière peu heureuse, leur implication conduisit rapidement à la destruction du second prototype. Le 28 mai, le capitaine Petar Pagantchev subit un basculement sur le nez à l'atterrissage, retournant l'avion sur le dos. Grâce à un arceau de protection tubulaire, il s'en sortit indemne et l'appareil ne subit que des dommages mineurs. Toutefois, le troisième prototype étant désormais achevé, conserver le second n'avait plus guère d'intérêt et il fut donc mis au rebut. Le troisième et dernier prototype ne différait que modestement de son prédécesseur. La modification la plus pratique fut l'ajout d'une porte d'accès sur le flanc bâbord du cockpit, la section étroite du fuselage du B-35, rendant l'entrée et la sortie inutilement difficiles. Le nouvel appareil reçut également enfin son train d'atterrissage, entièrement escamotable, tant attendu, un ensemble pneumatique plus complexe d'origine française.
Les autres changements visaient surtout à améliorer l'efficacité en production. Le bord d'attaque de l'aile fut redressé afin de simplifier la fabrication et les réservoirs de carburant furent redistribués entre les ailes et le fuselage central pour améliorer l'agencement interne et la maintenance. En réalité, ce prototype avait effectué son premier vol dès juin 1939, mais comme son prédécesseur, il passa une grande partie de la période de l'occupation allemande cloué au sol. Les essais en vol reprirent en mai 1940, mais l'appareil allait désormais porter une nouvelle désignation et avoir un nouveau client potentiel, bien que le MNO ne fût plus en mesure de soutenir sa commande initiale et que les Allemands ne manifestassent qu'un intérêt limité pour le type le B-35, avait laissé une impression durable aux observateurs bulgares ayant visité Avia l'année précédente. Leur enthousiasme avait été freiné par les contraintes imposées par le contrôle allemand. Mais une fois les autorisations d'exportation obtenues auprès de Berlin, le ministère bulgare de la guerre put enfin s'adresser formellement à Avia. Au début de l'année 1940, les arrangements furent finalisés. La Bulgarie commanda le chasseur sous sa nouvelle désignation B-135, achetant 12 appareils construits par Avia et obtenant les droits de production sous licence pour 50 autres à fabriquer localement. Avia devait fournir 62 moteurs, ainsi que l'armement et l'instrumentation de vol nécessaires aux avions construits en Tchécoslovaquie, comme à ceux produits sous licence en Bulgarie. Dans le service bulgare, l'appareil reçut la désignation D-11 et le nom de Lastovica, qui signifie « hirondelle », un nom prometteur d'élégance, mais que l'avion eut malheureusement du mal à incarner. Propulsé par le moteur Hispano-Suiza Dual CRS, construit par Avia, le modèle de série affichait une masse en charge de 2422 kg, une autonomie d'environ 550 km, une vitesse de croisière de 460 km/h et une vitesse maximale de 535 km/h. Il s'agissait de performances remarquables pour une conception datant de 1938, mais nettement moins impressionnantes au moment de son entrée effective en service. En décembre 1941, environ 90% de la commande bulgare avait été achevée et attendait l'expédition. Mais une fois encore, les événements extérieurs vinrent tout bouleverser. En 1942, la guerre n'était plus une succession ininterrompue de victoires pour l'Allemagne, et l'appétit de la Luftwaffe en moteur était devenu insatiable. Berlin intervint donc et n'autorisa la livraison à la Bulgarie que de 35 des 62 moteurs commandés, détournant les autres pour son propre usage. Les 12 avions déjà achevés furent emballés dans des caisses et expédiés vers la Bulgarie à la fin de l'année 1942. Privés des moteurs nécessaires et informés que l'armement et les instruments de bord seraient également retenus en raison de l'annulation générale des contrats entre le protectorat et les pays non allemands, la Bulgarie perdit tout intérêt pour le B-135. Aucun des 11 ne fut achevé à Lovech, aucune nouvelle commande ne fut passée, et Avia clôtura définitivement le dossier à perte. Bien que la production ait désormais cessé et que la conception soit en pratique morte, les 12 appareils livrés à la Bulgarie entrèrent néanmoins en service et furent officiellement acceptés le 28 août 1943. À cette date, cependant, la conception montrait déjà son âge, le moteur Hispano, qui était parfaitement acceptable en 1938, était clairement sous-dimensionné selon les standards de 1943. Les pilotes d'essai critiquèrent également le train d'atterrissage rigide qui rendait le roulage inconfortable. Prise isolément, il s'agissait d'une remarque mineure, mais elle n'aidait guère la réputation d'un avion perçu comme moins raffiné que ses contemporains
également en service en Bulgarie à cette époque. L'armement appartenait lui aussi à une génération antérieure. Un unique canon de 20 mm et 2 mitrailleuses de calibre fusil auraient été pleinement compétitifs au début de la guerre, mais ils étaient totalement insuffisants face aux appareils des forces aériennes soviétiques et alliées désormais, engagés 4 ans plus tard. Lors de combats simulés, les faiblesses du B-135 devinrent encore plus évidentes. S'il se comportait correctement, en acrobatie classique, les modifications apportées à la voilure avaient clairement introduit des défauts, et ses performances chutaient brutalement lorsqu'il était manœuvré de manière agressive. Lors d'un de ses engagements d'entraînement, une aile se déforma réellement et commença à se fissurer, obligeant le pilote à interrompre immédiatement ses manœuvres et à se poser en urgence. À la suite de cet incident, le type fut soumis à des limitations de performance strictes, ce qui élimina de fait toute perspective d'emploi en première ligne. Les B-135 furent donc relégués aux unités d'entraînement, mais même dans ce rôle, ils ne connurent guère de succès. Les instructeurs conclurent rapidement que l'appareil était trop difficile à piloter pour un élève débutant précisément le type de pilote que l'on trouve dans une école de formation. En conséquence, les avions restaient la plupart du temps immobilisés sur le terrain, n'étant occasionnellement utilisés que par des instructeurs plus téméraires, souhaitant conserver un minimum d'entraînement sur la machine. Il existe toutefois un dernier rebondissement dans leur carrière opérationnelle. Malgré leur relégation à des missions d'instruction, les B-135 allaient bien connaître une brève et improbable occasion de combattre. Le 30 mars 1944, l'US Army Air Force lança 4 vagues de bombardiers contre Sofia, environ 450 B-17 et B-24 escortés par des P-38 Lightning et des P-51 Mustang. Les 3 premières de vagues atteignirent leurs objectifs, puis se retirèrent. En prenant le chemin du retour, elles se fragmentèrent en formations plus petites, saturant les stations radar Freya, d'origine allemande, utilisées par la Bulgarie, qui peinait bien à suivre simultanément plusieurs groupes. Il en résulta que la 4e et dernière vague passa largement inaperçue jusqu'à ce qu'elle soit presque au-dessus de Sofia. À ce moment-là, la majeure partie de l'aviation bulgare était soit encore au sol, en cours de ravitaillement, soit trop éloignée pour intercepter. À l'aérodrome de Dolna Mitropolia, où étaient stationnés les B-135 de l'école de pilotage, les instructeurs ne purent que rester à l'écoute, tandis que leurs anciens élèves décollaient en Bf-109 et en Daimler 120, de construction française pour affronter les vagues précédentes. Lorsque la 4e formation apparut, le commandant de l'école de pilotage, Hristo Antanasov, atteignit manifestement son point de rupture sans autorisation. Il décolla à bord d'un B-135 pour intercepter l'ennemi. Il fut suivi par 3 autres instructeurs, le Feldwebel Jordan Ferdinandov, le sous-officier Petar Manalev et le Feldwebel Nio Kovachev. Lorsque les 4 hommes localisèrent la formation de bombardiers américains, ils réalisèrent avec inquiétude qu'ils étaient les seuls chasseurs bulgares encore en l'air, face à environ 60 à 70 bombardiers ennemis. Heureusement pour eux, cette dernière vague semblait dépourvue d'escorte. Ils attaquèrent donc, mais très rapidement les limites de l'armement du B-135 apparurent cruellement de multiples passes, produisant peu d'effet, alors que les bombardiers américains virèrent de bord après avoir largué leur charge. Antanasov et Ferdinandov concentrèrent leurs tirs sur un B-17 ou un B-24, les sources divergeant, finissant par incendier 2 de ces moteurs. À court de carburant, ils rompirent le combat et rentrèrent à leur base, signalant que le bombardier semblait descendre vers les montagnes yougoslaves lors de leur dernière observation.
La confirmation de telles revendications est toujours délicate. Les sources bulgares affirment majoritairement qu'un B-24 Liberator fut abattu, tandis que des sources tchèques évoquent plutôt un B-26 Flying Fortress. L'incident correspond étroitement à la perte d'un B-17F nommé Vagabond, appartenant au 301st Bomb Group, mais même les sources américaines se contredisent. Certaines le classant comme abattu, d'autres comme perdu, à la suite d'une panne mécanique. Son pilote, le premier lieutenant William C. Miller et son équipage sautèrent en parachute et passèrent le reste de la guerre en captivité. Il s'agit en réalité de la 3e fois que j'enregistre cette partie de la vidéo, tant j'ai essayé de reconstituer précisément la séquence des événements. Mais les sources se contredisent trop pour parvenir à une certitude absolue. Nous allons donc prendre ces faits tels quels les 4 B-135 rentrèrent sains et saufs. Si la revendication est acceptée, il s'agirait de l'un des 4 seuls bombardiers américains perdus lors de ce raid et du seul appareil de la 4e vague à avoir été abattu. Quoi qu'il en soit, ce bref affrontement constitua le dernier chapitre de la vie opérationnelle du B-135. Les 12 appareils ne furent plus jamais engagés au combat et terminèrent la guerre pour l'essentiel, abandonnés sur leur terrain d'aviation. Leur sort final survint en 1946, lorsqu'ils furent utilisés comme cible réelle lors d'exercices de tir air-sol et aucun ne survécut. Ainsi s'acheva le dernier projet de chasseurs d'avant-guerre, d'Avia, une conception destinée à placer la Tchécoslovaquie au niveau des grandes puissances, et qui montrait tous les signes d'une capacité à rivaliser avec les meilleurs appareils de sa génération à l'époque de sa conception. Au lieu de cela, il fut rattrapé par le démembrement politique de son pays, avant même le déclenchement de la guerre. Sa seconde chance, offerte par l'intérêt bulgare, fut anéantie par les exigences industrielles allemandes, et lorsque l'appareil parvint enfin à son client, il était déjà dépassé sous-motorisé et produit en trop petit nombre pour avoir la moindre influence. Il connut toutefois un bref et unique éclat de gloire, un avion tchécoslovaque piloté par un Bulgare affrontant des bombardiers américains au-dessus de la Yougoslavie.